Alain de Benoît, nous voici presque, hélas, si je puis dire, il y a toujours d'autres choses à dire, n'est-ce pas? Au terme de nos entretiens, voilà le 6e entretien. Est-ce que c'est l'heure de faire le bilan? Vous êtes septuagénaire, on peut le dire? Ah, ça on peut le dire, oui, tout à fait. Mais depuis peu de temps. Est-ce que vous pensez au bilan de votre vie? Ou à le faire un jour? Le bilan d'étape, quel est-il en tout cas? Ouais, vous savez, à partir d'un certain âge, tout le monde devient un peu chroniqueur de lui-même. Et bien sûr, on se demande, est-ce que j'ai réussi ce que je voulais faire? En la matière, c'est toujours le verre à moitié vide, le verre à moitié plein. J'ai fait beaucoup de choses qui, je crois, ont eu des conséquences positives, ont eu un certain retentissement. J'espère que ce n'est pas fini. J'aurais voulu faire plus, j'aurais voulu faire mieux. Mais le regret qu'on peut avoir lorsqu'on a mené toute sa vie le combat que j'ai mené, lorsque toute sa vie on a au fond tout sacrifié à ses idées, c'est de se dire que on s'est battu pour des idéaux qu'on n'a jamais vu triompher. Mais ça, ce sera pour une autre génération. Il y a des succès tout de même. Votre notoriété est grande, elle l'est en France. On peut dire qu'elle est plus encore à l'étranger. Vous êtes certainement un des intellectuels français, peut-être l'intellectuel français le plus traduit à l'étranger. Je ne sais pas si vous avez des concurrents, mais vous êtes certainement l'un des plus traduits à l'étranger. Disons que j'ai sans doute, dans un pays comme l'Italie, par exemple, un peu plus de lecteurs que je n'en ai en France. Mais aussi en Russie, en Allemagne. Ce qui m'amuse d'ailleurs, c'est que un grand socialiste français dont j'ai beaucoup subi l'influence, qui était Georges Sorel, était lui aussi, je crois, à une époque plus connu et plus traduit en Italie. Le syndicalisme révolutionnaire italien qui a eu une postérité très intéressante, parce qu'une partie des syndicalistes révolutionnaires italiens s'est ralliée au fascisme et l'autre s'est ralliée à l'antifascisme, n'est-ce pas? Mais Sorel, effectivement, avec des gens comme Labriola, par exemple, a eu beaucoup de succès en Italie. Donc. Et vous avez un peu défrayé la chronique dans l'année de 2015. Vous avez aussi accordé un long entretien à Éléments à Michel Onfray. On peut dire que c'est un succès. Oui, ce qui est un succès, Vous avez brisé des murs, là. Disons, ce que je considère comme un succès, c'est d'avoir œuvré sans relâche à ce que s'instaurent des débats entre des gens qui avant ne se parlaient pas. Et une revue comme Éléments, par exemple, à mon avis, sa vocation première, c'est de donner la parole à tous ceux qui sont engagés dans une pensée qu'on pourrait appeler transversale. C'est-à-dire qui ne se satisfont pas des étiquettes. J'ai horreur des étiquettes. Je pense que les étiquettes, c'est fait pour les pots de confiture et qu'il faut aller à la chose même, c'est-à-dire au fond des choses. Et quand on peut débloquer le débat, c'est très positif. Et il me semble, par rapport surtout aux années 80 ou 90, que depuis 5 ou 10 ans, on rebat les cartes. La banquise a commencé à fondre, n'est-ce pas? On pourrait parler de réchauffement climatique dans le domaine des idées, sur le plan intellectuel, vrai, en effet. bien. Bonne formule. Je crois que, oui, ce réchauffement climatique sur le plan des idées, il n'en est encore qu'à ses débuts, parce que nous avons changé de monde depuis que nous sommes rentrés dans le 21e siècle. Alors ce 21e siècle, on va y revenir, mais pour l'immédiat, est-ce que il y a des choses précises que vous voudriez faire dans les années qui viennent? Oh, les choses précises, ça serait de faire ce que j'ai toujours fait, c'est-à-dire continuer à écrire, à publier aussi longtemps que j'en aurai l'énergie, la force pour le faire. Donc, vous continuez à écrire, vous venez passer vos étés dans la maison dans laquelle nous sommes. Oui, nous sommes dans le jardin après avoir été dans la maison. J'ai pris l'habitude de passer l'été, une partie de l'hiver d'ailleurs aussi, dans cette maison de campagne de Normandie, tout simplement parce que j'y suis
plus au calme et que j'aime bien m'éloigner de la vie trépidante l'été au sens large, de la capitale. Début juin jusqu'à la fin du mois de septembre. À peu près, oui. Alors, donc des projets, oui, j'ai plein de projets d'articles, j'ai plein de projets de livres. Quelques dizaines de projets de livres, je crois, m'avez-vous dit un jour. Je vous dirais qu'il me faudrait encore 150 ans pour réaliser tout ce que j'ai en projet. C'est-à-dire que vous ne pensez pas à la mort, on ne pense pas à la mort encore à votre âge. Si, bien sûr, je pense à la mort. Je pense à la mort tous les jours depuis mon adolescence. À la mort ou à l'affaiblissement des forces? Ce sont deux choses différentes. La mort fait partie de la vie. Elle me paraît normale et elle ne me fait pas peur. Ce que je trouve pénible, comme disait Gobineau à propos des grandes cultures, c'est pas la mort qui est triste, c'est de n'y arriver qu'en étant dégradé. Alors oui, ça, l'affaiblissement, la dégradation, le fait que la machine se fatigue de plus en plus, ça c'est une perspective extrêmement désagréable. J'ai l'impression qu'elle vous angoisse un peu au détour de conversations que nous avons eues, plus privées que celle-ci. Elle ne m'angoisse pas particulièrement, je suis d'un tempérament anxieux, donc je trouve qu'il est normal de s'intéresser à sa propre finitude. L'une des grandes particularités de l'être humain, c'est qu'il se sait voué à la mort. La question de savoir si les animaux le savent reste débattue chez les spécialistes, mais en tout cas chez l'homme ça ne fait pas de doute. Nous savons tous que nous mourrons et en même temps nous faisons comme si nous n'allions pas mourir. Mais si elle n'est pas catholique... C'est là quelque chose de très intéressant. Si elle n'est pas catholique, vous avez tout de même une foi. Je pense que quand on a de l'affection pour le polythéisme, peut-être pour la théorie de l'éternel retour. Oui, je ne me vois pas, rassurez-vous, je ne me vois pas réincarner en quoi que ce soit. Mais on sait que la vie se poursuivra après vous. Et que oui, si vous me dites qu'est-ce qu'il y a après la mort, je dirais après la mort il y a les autres. Voilà. Il y a les autres, il y a ceux qui seront là après nous, il y a ceux qui seront là pour continuer. Et ceux qui vous liront. Continuer. Et puis, il y a le souvenir. On n'est vraiment mort que lorsqu'on a été oublié. C'est la raison pour laquelle les héros de l'Antiquité sont des demi-dieux, quasiment immortels, parce qu'on se souvient toujours d'eux, que Hector, Achille, Siegfried, Patrocle et tant d'autres nous parlent encore. Et le fait qu'ils nous parlent encore montre qu'ils sont toujours vivants. Platon, je vous taquine toujours avec Platon, disait que pour devenir immortel, il fallait simplement vivre en la compagnie des choses immortelles. Et pour vous, les choses immortelles, ce sont les livres, ce que vous lisez, ce que vous achetez, ce que vous écrivez. Non, c'est pas seulement les livres, parce que votre les livres sont aussi périssables. Ce qui est immortel, à mon avis, c'est l'univers, c'est le monde, c'est la nature. J'aime lire, bien sûr, mais j'aime aussi regarder pousser l'herbe. J'aime regarder la voûte étoilée. J'aime voir les arbres qui poussent, les saisons qui se succèdent, l'immensité de l'univers. Je crois que l'univers est éternel et infini, bien entendu. Si je vous demandais quel est votre arbre préféré, c'est une question que je pose souvent, vous répondriez quoi, du tac au tac? Oh, comme ça, je vous dirais le sapin de Noël, bien entendu. Noël, auquel vous avez consacré des livres, on y revient. Mais il y a autre chose aussi, et ça c'est une angoisse peut-être plus essentielle. Que sera le XXIe siècle? Je crois, je ne sais pas si je peux vous demander si vous êtes optimiste ou pessimiste, mais je crois que vous avez décelé très tôt de très lourdes menaces pour le XXIe siècle. Nous avons parlé du XXe, le totalitarisme. Est-ce qu'il n'a pas des prolongements? Il y a le totalitarisme scientifique, le totalitarisme biologisant qui peut détruire l'humanité de l'homme. Il y a évidemment beaucoup de choses. Ce dont il faut être conscient, c'est que nous n'avons pas seulement vécu la fin du XXe siècle. Nous avons vécu la fin de l'après-guerre et nous avons vécu la fin du grand cycle de la modernité. Nous sommes rentrés dans un autre cycle, dans un autre monde postmoderne, beaucoup plus flou, beaucoup plus incertain, et quand on voit les rapports de force internationaux, aujourd'hui on n'a jamais été autant dans l'incertitude depuis bien longtemps. Et pourtant vous le souhaitez, ce monde multipolaire. Bien sûr. Dominique Venner disait
que l'histoire est par nature le domaine de l'imprévisible. Et il insistait toujours sur cette idée que l'histoire n'est jamais finie, qu'elle est toujours ouverte. Et qu'on ne peut pas la prévoir parce qu'elle ne se déroule pas de façon... elle n'est pas guidée par une sorte de rationalité mécanique, pas plus qu'elle n'est guidée par une nécessité intérieure, intrinsèque, qui ferait que l'humanité se dirigerait nécessairement dans sa globalité dans une direction donnée. Par conséquent, je ne vais pas faire prédiction de lire l'avenir, ce serait ridicule. Et d'autant plus ridicule que tout ce qui s'est passé d'important depuis 50 ans, c'est pour ça que personne ou presque ne l'avait prévu. On peut toujours faire des scénarios, mais quand il s'agit de les affecter d'un coefficient de probabilité, à ce moment-là, les choses deviennent plus compliquées. Mais il y a des sujets de réflexion. Il y a bien entendu l'avenir des mouvements de migration internationale. Vaste sujet. Il y a sur le plan... lequel, que dites-vous? C'est de l'ordre de l'inévitable, c'est contrôlable, et par quoi? C'est en partie contrôlable, c'est en partie inévitable, et le rapport entre les deux est sans doute très difficile à fixer. Ça dépend du degré de puissance du politique. Oui, entre autres. On est rentré dans un monde multipolaire, ce qui est plutôt une bonne chose. Mais en même temps, cette multipolarité fait naître de nouveaux risques. Je suis de ceux qui sont convaincus que les Américains, par exemple, n'accepteront jamais que la Russie redevienne la grande puissance internationale, mondiale qu'elle a été, et que pour l'empêcher, ils n'hésiteront pas à envisager la guerre. Ce qu'ils font déjà en Ukraine, par exemple. On en sent les prodromes, les prémices. Incontestablement, il n'y a pas de certitude, mais il y a un grand risque. Il y a des inconnus. L'inconnu chinois, est-ce que le XXIe siècle sera un siècle chinois? Après tout, pourquoi pas? Après, il y a les grandes questions écologiques. Restons sur la guerre. Oui. Quand vous apprenez, j'ai lu des articles dans l'Élément là-dessus, qu'il est possible de détruire qui on veut sur la surface de la Terre en appuyant sur un bouton depuis un salon du Nebraska et en maniant des drones. Oui. Vous pensez au bel avenir de la guerre, pour reprendre une expression déjà utilisée, et est-ce qu'elle vous angoisse? Elle ne m'angoisse pas. La guerre est toujours la même, simplement elle se renouvelle sans cesse. L'un des traits caractéristiques, c'est qu'on est passé du corps à corps avec la lance et la sagaie, n'est-ce pas, à une distance entre la cible et celui qui vise la cible qui est devenue de plus en plus grande, jusqu'à l'exemple que vous donnez, où de braves fonctionnaires du Pentagone vont à leur bureau à Washington et comme avec un jeu vidéo, massacrent des civils en Afghanistan, des villages entiers, etc. Là, on est dans la déconnexion la plus totale. Il y a une évolution de la guerre. Nous avons dans Éléments et dans des livres publié de nombreux articles sur l'évolution, les transformations de la guerre, les nouvelles techniques, la guerre de l'espace, les guerres asymétriques, le renouveau du terrorisme, la guerre des partisans, etc. etc. Un autre élément, pardon de vous couper, un autre élément qui génère des guerres, c'est les très grandes inégalités entre les peuples. Vous avez écrit un livre qui s'appelle Au bord du gouffre, oui, il y a quelques années, qui était assez terrible sur les déséquilibres mondiaux, notamment sous l'angle des richesses. Alors je pense que ce n'est pas le seul aspect. Je pense que nous sommes toujours au bord du gouffre, c'est-à-dire que le système de l'argent, j'ai toujours été convaincu que le système de l'argent périrait par l'argent, c'est-à-dire sous les coups de boutoir de ses contradictions internes, comme disait le brave Karl Marx, n'est-ce pas? Je crois que nous sommes arrivés dans une situation où le développement du capitalisme financier par rapport au capitalisme industriel ou marchand plus traditionnel a atteint un tel niveau d'argent virtuel, d'endettement public qui monte vers des Himalayas qui ne sont même plus conceptuellement compréhensibles, que oui, je crois qu'il y a un très grand risque de ce côté-là, d'autant plus que le capitalisme qui était longtemps enraciné, malgré tout, dans un contexte national, c'est-à-dire c'était le capitalisme d'un pays,
Il dégageait de la richesse, c'est ce pays qui en profitait, ce qui a amené notamment à l'ère fordiste à la formation d'une immense classe moyenne. Aujourd'hui, avec le jeu des transnationales, des délocalisations, ça vous faites l'éloge du cadre national comme un cadre de redistribution et de solidarité. Je voudrais qu'il en soit capable, cher Paul-Marie. Le problème, c'est que ce cadre national s'est débarrassé lui-même de sa souveraineté, que sa souveraineté actuelle ne tient plus que par la peinture, qu'il n'a plus de souveraineté monétaire, financière, budgétaire, économique, commerciale, militaire, etc. Il lui reste évidemment le pouvoir de lever l'impôt et de maintenir l'ordre, mais ce n'est quand même pas à cela que se résume. Vous savez, Carl Schmitt disait, dès les années 30, que l'État-nation était entré dans une crise irréversible. J'ai tendance à le penser, mais il vaut mieux évidemment les nations que rien du tout. C'est un peu ce que disent les souverainistes, figurez-vous. Oui, à ceci près qu'ils disent que rien n'est possible au-delà de la nation. Non. Et c'est là où je ne suis pas... Vous caricaturez vos adversaires. Non, ce ne sont pas des adversaires, ce sont au contraire souvent des amis. Les souverainistes participent aux souverainetés nationales qui peuplent l'univers. Et qui coopèrent entre elles. Ce sont, je le répète, souvent des amis. Je pense simplement qu'ils continuent à analyser un monde totalement nouveau avec des outils conceptuels qui sont devenus obsolètes. En tout cas. Alors, autre angoisse. Je voudrais insister sur cette perspective de crise générale du système financier, monétaire. Et là aussi, je pense qu'un État seul aura les plus grandes peines à se défaire de l'emprise quasiment planétaire des marchés financiers. C'est un très grand problème, en particulier pour les Européens. Maintenant, vous avez tout le problème écologique, les crises écologiques. Vous savez que j'ai une fibre écologiste particulièrement forte. Vous avez consacré plusieurs livres à ce sujet. J'ai publié un livre sur l'idéologie, la théorie de la décroissance. Je suis de l'opinion de Serge Latouche sur ce point, et ça rejoint aussi la fin de la diversité des écosystèmes qui ne sont pas seulement un cadre de notre existence, mais une véritable condition systémique de la vie sur Terre. Et puis, il y a les problèmes de la technologie. C'est la grande loi de la technique, telle qu'elle avait été énoncée par Friedrich Georg Jünger, le frère de Jünger, dès 1946-49, dans son livre « La perfection de la technique », c'était que la loi de la technique, c'est que tout ce qui est possible sera fait. Dès l'instant où quelque chose devient techniquement possible, tous les hommes politiques, tous les moralistes peuvent bien courir derrière en disant « il faut contrôler, il faut empêcher que », ça se fera inévitablement. Or, nous voyons bien que les biotechnologies que la biologie, de manière générale, les sciences de la vie sont devenues les sciences reines de notre époque, qu'elles ont engendré des biotechnologies dont nul ne sait très bien jusqu'où elles iront, mais chacun sait très bien qu'elles vont se développer de façon très considérable. Elles mettent en péril l'humanité de l'homme, vous voyez ? Ce n'est pas impossible, les perspectives transhumanistes, il faut évidemment en laisser un peu parce que certaines me paraissent appartenir à la science-fiction, mais ça va quand même très vite, et je ne suis pas du tout sûr que nous soyons armés pour empêcher ces dérives. C'est d'autant plus frappant que lorsqu'on regarde un peu derrière nous, on s'aperçoit que les technologies ont modifié la vie concrète des peuples beaucoup plus qu'aucun changement de régime, changement politique. Secondaire. Écoutez, qu'est-ce qui a le plus transformé concrètement la vie des gens ? L'avion, le moteur à explosion, la révolution industrielle, la voiture, l'avion, le téléphone, Internet, la pilule contraceptive, très importante, les techniques des antibiotiques, et aujourd'hui Internet. Internet est quelque chose d'assez fascinant parce que plusieurs milliards de gens ont changé leur vie quotidienne à cause d'Internet. Aucune transformation politique ne peut avoir un tel impact. Par conséquent, il faut être très attentif à tous ces développements
C'est vrai aussi pour des domaines connexes comme l'essor prodigieux de l'intelligence artificielle, des techniques particulières comme les imprimantes 3D et toutes ces choses-là, dont on ne mesure pas encore à quel point ça va transformer il y a du Jacques réellement Ellul les chez vous. vies. Je cite Jacques Ellul, vous le citez peu, Oui, mais non, je l'ai c'était cité à mon maître à plusieurs Bordeaux reprises. et vous n'êtes pas loin sur certains L'école de points. Jacques Ellul, avec des gens comme Bernard Charbonneau, par exemple, sont des gens qui m'ont beaucoup influencé. Jacques Ellul, ses livres ont parfois un peu mal vieilli parce qu'il était beaucoup dans l'anecdote, mais il a quand même eu des intuitions tout à fait remarquables. Il se rattachait, il était d'ailleurs, enfin il se rattachait, il était l'un des héritiers, si l'on peut dire, de ces non-conformistes des années 30 dont on a déjà parlé à propos d'Alexandre Marc, Denis de Rougemont, Robert Aron et bien d'autres. Alors il y a une question que je vais vous poser depuis longtemps, il est temps de le faire à la fin de ces entretiens. Je n'ai pas compris si vous partagez les thèses de Taguieff par exemple sur l'effacement du progrès, la fin de la dynamique du progrès, ou si vous considérez que la technique continuant à évoluer va sans cesse amener ce qui s'appellera inévitablement, même si ça n'en est pas du point de vue de nos normes humanistes européennes, des progrès. Est-ce que le progrès continue ou pas? Ou il s'essouffle? Attendez, quand on parle de progrès, il faut vraiment distinguer entre les petits progrès, les progressions, les améliorations à la marge, l'idéologie progressiste et beaucoup de choses qui font que nous avons des choses de plus en plus performantes, etc. Et puis l'idéologie du progrès, qui est héritière de la conception biblique de l'histoire, c'est-à-dire que l'histoire de l'humanité est une histoire unitaire qui se dirige globalement vers une fin nécessaire. Bon, alors cette idéologie du progrès, elle a incontestablement du plomb dans l'aile. Le refus de l'unique. L'extraordinaire optimisme de l'époque du XIXe siècle, l'époque du scientisme triomphant, où on allait avoir un progrès technique qui irait de pair avec un progrès moral, s'est évidemment fracassé au XXe siècle sur la réalité des totalitarismes et de toute une série de choses. Donc ce progrès-là, oui, il n'est plus très prégnant dans les esprits, et il est d'autant moins qu'aujourd'hui, les gens ne croient plus du tout au lendemain qui chantent, ou qui chanteront nécessairement, mais les gens ont plutôt peur de l'avenir. On le voit très bien, la science fait peur tout autant qu'elle séduit, les gens ont peur de ce qui va arriver après eux, d'autant plus que la classe moyenne est en voie de déclassement, que les inégalités s'accroissent à l'intérieur des pays et entre les pays. Donc les gens sont très inquiets, ont un immense besoin de protection qui montre que la confiance globale dans le progrès a quasiment disparu. Et néanmoins, on s'aperçoit, quand on regarde le discours politique, que le progrès est toujours positif. Vous avez toujours à gauche des gens qui veulent rassembler les forces de progrès, n'est-ce pas? Mais la gauche est née au fond, gauche est née au fond, même pas au 19e, elle est née à la fin du 17e de l'idéologie des modernes, par opposition aux anciens. C'est la fameuse querelle des anciens et des modernes qui a agité d'abord l'Académie française et qui est à l'origine, au fond, de la droite et de la gauche à la fin du 17e, le fameux discours de Perrault. Est-ce que là, vous êtes clairement d'un côté ou de l'autre, Alain Benoît? Je crois qu'il y a beaucoup de mépris pour la modernité chez vous. Je suis un très grand critique de la modernité, mais je n'ai jamais critiqué la modernité de manière réactionnaire, c'est-à-dire au nom d'une idéologie de type, comment dire, qui voudrait revenir à quelque chose. Je ne crois pas qu'on va restituer la France sympathique, l'Europe admirable des siècles passés. Ne caricaturez pas les anciens, c'est pas ce qu'ils disent. On peut l'actualiser, bien entendu, mais la perspective restaurationniste m'est très étrangère. Donc, quand je critique la modernité, c'est plus au nom d'un avenir possible
qu'au nom d'un passé défunt. Maintenant, la critique la question des traditions. La question des anciens et des modernes, les anciens ancêtres de la droite, les modernes de la gauche, c'est une reconstruction possible, mais elle ne va pas plus loin que les autres reconstructions qu'on a pu faire, du genre Corneille, homme de droite, Racine, homme de gauche, Aristote, philosophe de droite, Platon, philosophe de gauche, Saint-Augustin, homme de gauche, Saint-Thomas, homme de droite, etc. Bien sûr qu'il y a du vrai dans tout cela, et l'historien des idées que je suis sait bien à quel point les idées ont parfois une destinée extraordinaire, à quel point elles voyagent d'un milieu dans un autre, à quel point elles se transforment, elles sont susceptibles de métamorphose et même de pseudomorphose, comme disait Spengler. Mais les idéologies, les idées, les doctrines, ne sont jamais des ensembles étanches, n'est-ce pas? Il y a toujours des petites passerelles qui permettent d'aller de l'une à l'autre, il y a toujours des points communs entre des doctrines opposées, et ça, c'est ce qui rend passionnant justement la démarche de l'historien des idées. Et la difficulté d'être idéologue, d'ailleurs, également. Alors, il y a toujours une difficulté à bien faire ce que l'on croit devoir faire. Dernière ou avant-dernière des dernières questions. Alain de Benoît, il faudra reprendre un jour nos conversations, après tout. L'avenir dure longtemps. Mais il me semble qu'il y a chez vous tout de même une sorte d'optimisme, vous allez me le dire si je me trompe. Il y a des contre-feux, il y a les traditions. Vous avez écrit des livres, nous le disions, sur célébrer Noël. Vous aimez la nature, vous aimez je crois que vous avez été très sensible à un ouvrage Cosmos de Michel Oui, c'est un beau livre, récemment paru. Il y a peut-être des choses à fouiller derrière, aussi brouillon soit-il, le renouveau de l'esprit écologiste ou écologique. Est-ce que c'est un signe d'optimisme pour plus tard? Est-ce qu'il y a aussi le simple exercice de la pensée qui peut, au fond, sauver bien des choses, puisqu'il justifierait toute votre œuvre? Alors, éléments d'optimisme, s'il y en a. Alors, des éléments d'optimisme, bien sûr, il y en a toujours, car au fond, on est devant une dialectique, c'est-à-dire que toutes les tendances les plus mortifères de notre époque engendrent des réactions. J'ai été très marqué dans mon adolescence par l'œuvre d'un philosophe des sciences français d'origine roumaine qui s'appelait Stéphane Lupascu et qui avait créé tout un système à base d'actualisation et de potentialisation. Ce qu'il voulait dire par là, c'est que tout ce qui s'actualisait potentialisait son contraire, n'est-ce pas? On voit d'ailleurs très bien avec la mondialisation qui, plus elle homogénéise, plus entraîne des réactions différentialistes, chaque chose entraîne sa parfois résistance, un peu convulsives, bien entendu. En même temps, vous venez de m'interroger sur Spengler, je n'exclus pas, comme Spengler, qu'on est au bout, qu'on est au fond, que notre culture, notre civilisation, comme vous préféreriez le dire, est à la fin, mais c'est un motif de réflexion, de spéculation, mais je fais comme si. Alors, optimisme, pessimisme, je trouve que c'est toujours une alternative un peu stupide. Il y a un joli mot de Georges Bernanos qui disait les optimistes sont des imbéciles heureux, et les pessimistes sont des imbéciles malheureux. Alors moi, je préférerais plutôt m'en tenir à la maxime célèbre de Gramsci, pessimisme de l'intelligence et optimisme de la volonté. Alors, peut-être que c'est une question trop conjoncturelle. Vous regardez le petit monde politique de très haut, vous ne les fréquentez pas, les politiques. Je pense que les élections présidentielles, nous parlons en 2016, elles se dérouleront dans un an, vous sont totalement indifférentes. Indifférentes non, mais disons que je les observe comme l'entomologiste observe dans son microscope. Et à quoi pensez-vous? C'est-à-dire vos grandes réflexions en ce moment, vos grands sujets, vos obsessions. Vous allez passer 3 mois ici dans la maison où nous allons tout à l'heure vous quitter, on va vous laisser seul. La condition de l'intellectuel est un peu proche de la solitude. Vous êtes à la fois très entouré et vous aimez rester seul. Vous allez rester seul dans cette maison avec vos amis et votre famille qui vont venir vous voir. Mais dans la tête d'Alain de Benoît, quelles seront les idées qui vont remuer au cours de cet été
2016? Écoutez, je ne peux pas vous dire quelles seront mes idées, encore moins mes obsessions. Je vais profiter de l'été pour mettre en forme un recueil de textes présentant la pensée d'un certain nombre de grands théoriciens depuis 2 siècles. Je vais travailler aux revues dont je m'occupe. Je vais essayer d'avancer d'autres projets plus lointains. Mais enfin, dire cela, c'est extrêmement banal. Et puis, comme vous sans doute, je regarderai l'actualité, mais toujours avec un regard à la fois un peu philosophique et un peu distancé, parce que ce qui m'intéresse dans l'actualité, c'est le sens que ça peut avoir par rapport au monde qui vient. Je crois qu'il faut, quand on est dans une époque de transformation incessante comme celle que nous connaissons aujourd'hui, il faut se défaire de tous les schémas d'analyse devenus obsolètes, se doter d'un regard neuf et être très attentif aux signes qui nous disent qu'est-ce qui va se mettre en place demain. Alors, vous allez vous promener de temps en temps, vous êtes ici en Normandie. On vous a vu marcher dans cette terre normande qui est peut-être très inspiratrice. Je vous repose toujours la même question. Quelles sont les idées qui vous traversent l'esprit quand vous êtes seul et que vous marchez comme ça? À quoi pensez-vous? Vos livres? Des idées qui reviennent? Des inquiétudes? Si je vous faisais une réponse, c'est une réponse convenue. Je m'interroge sur le sens des choses, je m'interroge sur la nature, je réfléchis à l'immensité de l'univers, je réfléchis au contraste extraordinaire qui existe entre cette immensité et le caractère à la fois sublime et dérisoire de ce que nous faisons tous les jours. C'est sans fin. Ouais, c'est sans fin. Et nos conversations pourraient être sans fin. Alain Benoît. Et heureusement que c'est sans fin, car j'ai horreur de la fin. Eh bien, c'est la fin de nos conversations, mais c'est la fin de rien d'autre. On vous retrouvera de toute façon dans vos livres. Merci de nous avoir reçus chez vous en Normandie, chez vous à Paris, chez vous dans les Yvelines. Merci pour Télé-Liberté et pour tous nos téléspectateurs qui seront très heureux de vous avoir connus un peu mieux et de vous connaître davantage à travers vos écrits, passés, présents et à venir. Merci pour cet entretien, cher Paul-Marie. Au revoir. Merci et à bientôt.